Bon après-midi à tous et toutes. Je suis Thomas de Rijt, pharmacien à l'hôpital universitaire de Louvain. Et avant de commencer, je dois dire que je ne suis pas bilingue et quand Patrick m'a demandé de présenter en français, je dis c'est pas possible de le faire en anglais, mais donc je vais essayer. Je vais m'excuser déjà que je ne trouve pas tous les mots. Peut-être vous avez entendu des mots anglais ou des mots flamands. Dites-le moi. Je vais apprendre des nouveaux mots aujourd'hui, comme toujours. Quand ils m'ont demandé de présenter pour GS1, j'ai dit oui immédiatement parce que je suis un ambassadeur pour GS1, parce que je crois bien qu'on a besoin des codes unitaires ou des doses unitaires avec des codes barres pour garantir la safety du patient, et qu'on a aussi besoin de la traçabilité, qu'on a besoin des données structurées, validées, et pour ça, j'ai dit oui. Quand il m'a dit que je devais parler comment on gère les données dans la pharmacie, je pensais que ça, ce n'est pas le topic le plus intéressant, ce n'est pas sexy, et j'ai aussi pensé à on le fait comme dans les Moyen-Âge, c'est encore avec les papiers, c'est avec les bases de données, les fichiers Excel et tout ça. Et j'ai eu la chance de faire le tour déjà du Health House, et quand on a fait ça, on pense qu'il faut vraiment changer, il faut aller au suivant siècle. Donc, j'ai dit que le titre de présentation, c'est le Quest for Standardized Data. Donc, on va chercher pour les données. Et pour ça que je vais vous amener vers le passé. Et ça, ce n'est pas une photo d'un musée, ça, c'est la photo de la pharmacie dans l'hôpital Saint-Raphaël à Louvain dans les années 70. Là, on était l'expert dans les préparations pour les médecins. Après, on était le distributeur des boîtes. Maintenant, aujourd'hui, on fait la pharmacie clinique. On est un dispenseur de thérapie. On a commencé par les papiers. Quand moi j'ai commencé, on avait déjà le mainframe. Donc, on avait le produit avec un numéro d'article, un prix, et c'est presque tout. On n'avait pas d'autres données. On écrit des lettres à des médecins. Aujourd'hui, on fait du emailing, des web meetings, on a des chatbots, on va utiliser toutes les choses électroniques. Donc, quand je réflecte à ce temps-là, c'était très, très simple de vivre dans ce temps-là, et on n'a pas les possibilités qu'on a. Donc, dans l'hôpital, chez nous, on a essayé d'augmenter la sécurité des patients, la qualité, et pour ça on a introduit un nom neuf, le PMI, la prescription médicale informatisée, avec un Clinical Decision Support module ajouté à ça. Donc pour ça, on a besoin de données structurées, cliniques, et on a introduit, ça c'était la deuxième grande source des erreurs médicales, c'était dans l'administration. On a ajouté un système de bedside scanning, donc un système dans le Hospital Information System, dans lequel on va scanner le patient et le médicament avant de l'administrer au patient. Et encore une fois, on a besoin de données structurées et validées. Si je fais la maintenance du base de données aujourd'hui, chez nous, on a besoin de plus de 200 champs à remplir par article. Ce sont des champs avec les informatiques ou les données du produit, logistique, financière, clinique, tout ça. Évidemment, on peut faire beaucoup d'erreurs quand on fait la transcription. Ça prend beaucoup de temps pour taper tous les Excel qu'on a reçus ou les PDF qu'on a reçus du fournisseur. Il faut faire du sanity check sur le système, donc on va contrôler, valider les données, on le fait online, on le fait dans batch, et de plus en plus on va utiliser les bases de données qui existent et qui sont validées, APB, Delphi, SAM, les données de l'INAMI, pour les médicaments. Mais on n'avait pas des choses pour les dispositifs médicaux. Donc pour les médicaments, à ce moment-là, on utilisait le CNK, le code national, comme clé, mais on a besoin d'une clé pour le level below the each, donc pour la pilule dans la boîte primaire ou dans l'emballage primaire. Pour les dispositifs médicaux, on utilise la code notification de l'INAMI pour identification du produit. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit,
on est si loin du standard qui s'est déjà utilisé aujourd'hui dans les grands magasins, dans les do-it-yourself stores et tout ça. On connaît tous les codes barres comme mentionné avec les petites bouteilles, c'est aussi avec le coca. Donc on peut identifier et on doit avoir ça dans les hôpitaux aussi. À le moment qu'on a commencé, on avait une request, donc une demande aux firmes pour un emballage dose unitaire avec une code barre sans comment on dit, des données variables, juste une identification du produit. Et au moment qu'on a commencé, 2012, on avait 3 produits sur le marché qui étaient corrects. 2 semaines après, on avait seulement 2. Maintenant, on a 65% des doses administrées par des références qui sont bien emballées et ont une code barre avec une code d'identification du manufacturer. Les autres pourcents, on le fait nous-mêmes, on fait du repackaging, les doses unitaires dans l'hôpital. Et on a vu qu'il y a un change du texte, comme ceci c'est un produit X du fournisseur Z. Ça fait un shift vers les codes CNK et après vers les codes GTIN. Et je pense que c'est très important parce qu'on a eu une fois un fournisseur qui a dit le code unitaire c'était avec une code CNK dans le code barre. Et l'autre produit, un autre fournisseur, un autre produit avec le même code, c'était un code interne. Et donc pour l'ordinateur dans l'hôpital, c'était le même produit. Donc pour ça, avec GTIN, ça ne peut plus se passer. Tout va bien jusqu'au moment où le FMD était obligatoire. Donc on a fait une DIP, on n'avait pas une augmentation du nombre de produits qui sont dans un emballage correct. Mais avec les nouvelles législations, ce sont les comment on dit, les arrêtés royaux et les lois et les MDR qui sont là, je ne vais pas expliquer tout en détail, qui nous demandent pour faire du traçabilité, faire les unidoses. Et donc j'ai vu qu'il y a de nouveau l'industrie qui va investir dans la préparation des doses unitaires, dans la traçabilité, dans les bases à données. Et on nous a promis la base à données Eudamed, qui sera là dans la future, mais on attend déjà pour des années. Et on a déjà entendu qu'il y a le système ECHO, et donc je pense que ECHO va nous aider plus vite que Eudamed sera là. Ce qu'on fait maintenant pour la traçabilité des implants, on va faire du scanning du UDI dans le bloc opératoire. Donc on va identifier le produit. Ça va se traduire vers des produits dans la base de données. Ça fait une commande, ça fait la logistique, ça fait la tarification, tous les trucs comme ça. Et ça va aussi, comment on dit, remplir la base de données, le RCT, le registre central de traçabilité, qui est obligatoire par la loi belge. Donc on sait quel implant est dans quel patient. Donc on utilise le moment de scanning dans le bloc opératoire pour capter ces données. On peut le faire pour des implants. Grâce à la code notification, on ne peut pas faire déjà pour les dispositifs médicaux non implantables parce qu'on n'a pas une clé notification. Donc on fait une traduction entre notre numéro d'article et la code notification et avec un lien vers le GTIN code, on peut faire le lien avec le produit, avec l'emballage. Ça fait des nouveaux, comment on dit en français, hurdles, des nouveaux problèmes. Donc il y a une shift des produits non stériles qu'on stérilise dans l'hôpital nous-mêmes versus les produits stériles. Donc ça a un impact sur le stock, sur le prix, mais aussi sur les déchets. On n'a pas toujours une code unitaire UDI, par exemple les emballages multidoses pour les vis dans l'orthopédie. Par exemple les produits ou les matériaux reprocessables qui n'ont pas une code unique. On a aussi le problème avec, et c'était déjà expliqué, les codes entre les pièces, les boîtes primaires, l'emballage secondaire, les palettes même. Donc on a besoin de cette tabelle de traduction. On a des problèmes et aussi des opportunités avec, je ne connais pas le mot français, mais leenzetten, le set en prêt, je ne sais pas. Non, ce n'est pas la consignation. Voilà, c'est ça, appris un mot.
Si on a le produit là, on va faire du scanning du code GTIN et donc on va accéder les bases de données, on va télécharger toutes les données qu'on a besoin. C'est plus efficace que juste taper tous en avant pour des produits qu'on ne va pas utiliser peut-être. Et donc un problème pour les firmes, que tous les hôpitaux vont, après moi, demander la même info aux firmes. Et ils vont faire du différent Excel, des différents documents pour envoyer. Et en cherchant un système pour communiquer avec les firmes, on avait l'ambition de connecter avec le GDSN. On a appris qu'on peut connecter avec GS1 et donc là on a appris qu'il y a un projet ECHO dans lequel on a toutes les données qu'on a besoin dans les hôpitaux. Donc ECHO c'est une base de données internationale pour les healthcare organizations. C'est fait par les firmes avec une check de qualité sur les données fait par GS1, pas un ajoutement des données nouveaux, mais justement un check sur la validité des données. Ça s'est publié pour certains clients, les hôpitaux dans notre cas, et ça a certaines infos du produit, mais aussi logistique, aussi par exemple des infos légales, des certificats, classification, le code national, notification, tout ce qu'on a besoin. Et on peut vérifier ça dans ce qui s'appelle My Product Manager, mais comme grand hôpital avec beaucoup de références, je veux bien le faire avec un système to système. Donc les ordinateurs peuvent parler avec les ordinateurs du GDSN. Et donc, dès quelques semaines, je pense, on est en train de faire une pilote avec 4 firmes pour faire un échange des données sur les dispositifs médicaux. Et ce sont quelques, écrans avec les données qui sont là-dedans. Par exemple, pour une porte, on a des données du porte, on a des données du code notification, on a aussi les mesures du produit, mais aussi toutes les infos. Est-ce qu'il y a le latex là-dedans? Comment c'est stérilisé? Est-ce qu'il y a l'oxyde d'éthylène? Tous les trucs comme ça. Donc, on a beaucoup d'informations. Et ça, c'est une preuve, c'est un écran de GS1 dans lequel ils font des contrôles. Mais Patrick va l'expliquer plus tard, je pense. Comment ils valident les données, par exemple, une classe 1, ce n'est pas un implant. Des choses logiques qui sont contrôlées. Donc, à ce moment-là, 2023, on utilise, quand ils sont accessibles, quand ils existent, les bases de données autorisées, donc les sources authentiques. On va demander les doses unitaires, des codes barres, des informations sur le GTIN aux firmes et on va les demander dans le marché public. On va attribuer beaucoup de points sur ça. Donc c'est vraiment une asset pour les firmes. Quand ils font les tous, ça ne vaut pas des points dans le futur, mais maintenant, j'ai des marchés publics dans lesquels ils peuvent valoriser 10 points pour avoir des données variables. On va communiquer avec les firmes, pas avec le fax, mais avec le système EDI, donc tout est électronique, les commandes, les factures, tout ça. On va utiliser le code GTIN qui est sur les dispositifs médicaux, les médicaments, mais aussi sur les autres produits dans l'hôpital, comme clé pour accéder les autres données, par exemple les photos du produit, éducation, le package leaflet, le base letter, tout ça c'est possible. On fait la validation des données avant de le charger dans notre système. Peut-être dans le futur, je ne le fais plus, mais maintenant, certainement pour les prix, je veux bien les vérifier, pas ligne par ligne, mais on veut le faire en bulk. Aussi, chaque année, on va demander aux firmes pour les produits qu'on a déjà dans le stock, c'est comme expliqué dans la présentation avant moi, qu'on va nettoyer toutes les données, qu'on va ajouter des codes GTIN. Donc, après ça, on peut faire la connexion. Et on va capter les données variables
dès que c'est obligatoire par la loi pour la traçabilité. Donc on va capter tout ce qui est accessible du données variables, comme par exemple le lot, le numéro de série. Est-ce qu'on est là? Non, pas du tout. On a des besoins dans le futur. Je veux bien les données structurées, validées pour chaque article dans la pharmacie et d'une source authentique. Je veux bien le code CHETIN comme clé universelle pour accéder à toutes les autres bases de données. C'est justement une clé pour connecter au SAM, pour connecter à l'INAMI, toutes les autres bases de données. Je veux bien avoir les données qui sont accessibles dans ECHO et qu'on sait seulement quelques hôpitaux maintenant, quelques firmes. Dans le futur, j'expecte que ça sera plusieurs hôpitaux, plusieurs firmes. Et donc, je crois bien qu'on a besoin de ces données parce que ça va éviter des fautes, ça va être plus efficace pour les pharmaciens. Je veux utiliser les données du SAM. Et on a aussi besoin des données logistiques. Dans le passé, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Quelles sont les mesures du emballage, mais quand on fait du robot pour les réseaux, pour faire la logistique, je veux bien savoir quelles sont les mesures du emballage. J'ai aussi besoin de tout le lien entre les différents emballages, donc le primaire, secondaire, le palette même, pour laquelle maintenant on utilise juste les mêmes codes dans la majorité des hôpitaux. Une dernière chose, c'est pour les produits qui sont utilisés dans les essais cliniques. On n'a presque jamais une identification propre. Donc là aussi, je veux demander à l'industrie de mettre une code barre avec une GTIN, même avec une date de péremption, avec un numéro de lot, peut-être un numéro de kit dans les codes barres sur les emballages. Et je pense qu'il faut faire une update du position paper de EAHP qu'on a fait pour travailler ensemble avec l'industrie, le secteur, mais aussi avec les gouvernements pour demander une source authentique pour les données dans la pharmacie.